une question posée à madame qui avait dit par rapport à la loi, au texte voté pour la région, qu'on comprenne bien comment ça s'est fait là, au niveau de la nouvelle région. euh, J'ai un peu mal à la gorge. Hein, Auvergne-Rhône-Alpes par rapport au bio, que le bio expliquait mieux et qu'est-ce qu'on peut faire après, une fois que ça a été fait. Si vous voulez, on peut peut-être donner une information un peu plus globale, hein, parce que je suis en même temps la Commission nationale. Pour vous situer un petit peu au niveau gouvernemental, déjà France, comment ça se passe, il y a 70 millions de débloqués tous les ans pour le plan Ecophyto avec les résultats que nous connaissons. On devait réduire en 10 ans de 50%, on consomme plus qu'au moment du Grenelle. Et tous les ans, on débloque 70 millions pour aider à mettre en place le plan Ecophyto. Dans un même temps, on a un ministre qui est ravi. Depuis 3 ans, il débloque 4 millions d'euros pour aider à la structuration des filières biologiques, c'est-à-dire aider les PME qui sont dans le bio à travailler, donc 4 millions d'euros pour la France entière. Vous imaginez ce que cela représente. Et je pense que là aussi, on devrait tous se révolter pour qu'on prenne des actions concrètes et qu'on aide réellement cette agriculture et cette alimentation, parce que quand on parle d'agriculture biologique, il ne faut pas oublier que c'est un cahier des charges qui englobe l'ensemble de l'alimentation. Et n'oublions pas que quand on détruit, quand on pollue l'air, quand on pollue l'eau, etc., on le fait aussi au niveau de l'agroalimentaire et parfois beaucoup plus qu'en agriculture. Mais là, on n'en parle jamais, donc ça arrange beaucoup les grands syndicats comme l'ANIA ou les autres, qu'on oublie de parler de cette partie qui détruit la biodiversité et qui détruit aussi l'environnement. Et au niveau régional, on avait une répartition qui était à peu près correcte pour les agriculteurs bio. Il y avait les groupes qui travaillent essentiellement sur ce type d'agriculture qui étaient répartis sur tous les départements avec des petites aides pour pouvoir payer les salariés et accompagner les agriculteurs. Et là, depuis un mois, il a été décidé que cet argent n'irait plus à ces structures, mais que ce seraient les chambres d'agriculture qui géreraient ça. Or, dans les chambres, au niveau de notre grande région maintenant, il y a en moyenne une demi-personne ou une personne en charge de l'agriculture biologique. Vous pensez bien que ça ne peut pas fonctionner. Et ce sont plus nos entreprises privées où nous avons, nous, des techniciens qui aident à la reconversion, etc., mais sans aucune aide d'État, sans jamais être soutenus. Et il y a maintenant aussi un autre problème beaucoup plus grave, c'est que l'agriculture biologique est en train de tomber exactement dans le même système que le conventionnel. On a les coopératives qui ont racheté les usines d'aliments, qui ont racheté les moulins, mais qui gardent des entités juridiques avec un nom différent. Une fiscalité qui est différente. Vous savez que les coopératives agricoles ne payent pas la même fiscalité. Donc, ils ont beaucoup plus de moyens et en général, ils vendent pas cher cher à leurs entreprises qui restent des structures sociétés. Donc, on ne sait pas du tout qu'elles appartiennent à 100% à la COP. Et du coup, la coopérative, elle ne paye pas du tout d'impôt sur le foncier. Donc, on est sur une concurrence déloyale. Et comme ils veulent avoir là aussi le monopole, comme ils l'ont en conventionnel, eh bien, on a une pression constante. On vient nous voir tous les jours en disant on veut racheter votre entreprise. Si vous ne la vendez pas, on vous en installe une en face. Et quand on ne le lâche pas et qu'on essaye de faire, eh bien, ils se sont arrangés pour qu'on ne puisse plus collecter sur certains secteurs où on vient dire aux agriculteurs si tu m'achètes pas l'aliment chez moi ou si tu me vends pas tes céréales, je ne te reprends pas tes poulets, je ne reprends pas le lait. Sachez qu'on a fermé un certain nombre de laiteries, qu'aujourd'hui c'est plus, je vais donner les noms, tant pis, c'est plus Sodial par exemple sur toute la Loire. Et Sodial, eh bien, c'est la même direction que la FNSEA, que COP de France et que les chambres d'agriculture. Donc, si vous voulez, on est sur une mainmise. Nous, on vient de connaître ce type de problème avec une coopérative avec laquelle on fonctionnait très bien. C'est une petite coopérative qui est dans le Jura. Elle vient de se marier avec 3 autres grandes coopératives du secteur. Et le dirigeant, qui est un type extraordinaire, jusqu'à maintenant, on avait l'habitude de le faire travailler, de faire collecter sur les secteurs, chez les agriculteurs, pour les aider à valoriser localement leur production.
Cette année encore, il nous a envoyé les certificats des agriculteurs collectés. Et il y a 8 jours, il nous a dit, ben non, les autres coopératives nous ont interdit de vous vendre ces matières premières. Donc ça veut dire qu'on est en train de travailler, d'être sur un même système qu'en conventionnel, avec les conséquences que l'on connaît. Et là aussi, sous peu, si on est avec cette mainmise d'un certain groupe qui est beaucoup plus basé sur l'argent et ce qu'on va pouvoir gagner, donc en fermant des structures à droite à gauche, en supprimant du personnel, parce qu'on fait des économies d'échelle, eh bien on va aussi supprimer la biodiversité. Parce que je peux vous garantir que quand on est attaché à ce type d'alimentation et d'agriculture, on essaye de maintenir sur place une rotation culturelle parce qu'elle est extrêmement importante d'un point de vue agronomique, mais on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait une diversité des fermes. Et ce qui vient de se passer au niveau régional est quand même relativement grave. Je suis désolée, j'ai pris du temps, mais il faut quand même que vous arriviez à prendre un petit peu ce qui se passe sur le local et au niveau national, quoi. Juste au niveau régional, c'est l'ensemble des subventions attribuées à la protection de la montagne qui sont passées sur la production de neige artificielle. Ah oui, mais dans 5 ans, il pourra dire j'ai maintenu un certain nombre de métiers dans les stations de ski. Et ce sera vrai. Et si on garde cet indicateur, il aura raison. Les 3 millions d'euros qui étaient affectés à la protection de la nature et au soutien des associations naturalistes, et je vous dis ça, ça ne nous concerne pas, on n'en a pas, les 3 millions d'euros qui étaient destinés aux associations naturalistes sont partis aux vrais protecteurs de la nature. Je vais pas, c'est pas moi, je mets pas un jugement de valeur en disant les vrais protecteurs de la nature, je reprends ces mots, hein, les chasseurs. Voilà. Il n'y a plus de subventions pour les protections de la nature en Rhône-Alpes, enfin, en tout cas les 3 millions ont été donnés aux chasseurs. Bon, ma question... Non, voilà, surtout pas. Bah oui, bah c'est ça qu'on est. Ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, pour essayer de faire en sorte que nos agriculteurs bio puissent ne pas devoir se fondre et se marier, etc., avec des coopératives qui vont reprendre le dessus. Oui, les coopératives, les cantines scolaires, tout ça, on peut, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que la proximité de ces personnes qui font du bio autour de nous puisse être Mon avis, c'est que, vous l'avez dit, c'est le lien qui n'existe pas entre les consommateurs et les agriculteurs. Du reste, c'est bien pour ça qu'on a besoin d'un logo. Qui fait le lien, voilà. C'est pour ça qu'on a besoin d'un logo. C'est quand vous ne connaissez pas le producteur. Si vous le connaissez, que vous connaissez ses méthodes de travail, vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'indépendant vienne dire qu'il travaille correctement. On en est là aujourd'hui. Le jour où les agriculteurs, à l'instar des médecins de famille, auront 30, 40, 50 familles autour d'eux à nourrir en permanence toujours les mêmes, l'agriculteur ne va pas vous intoxiquer quand il vous a les yeux dans les yeux. Donc il y a besoin de resserrer des liens et d'être directement en contact avec les agriculteurs. Alors il y a plein de méthodes intermédiaires et peut-être qu'une des solutions, ce serait de participer à l'agriculture parce que la plus grosse charge du monde agricole, c'est la main-d'œuvre. Et donc il existe la cueillette à la ferme, il existe les AMAP, il existe les paniers, il existe tout un tas de méthodes intermédiaires où en AMAP, vous allez peut-être des fois livrer les légumes à la place du paysan ou bien décharger les paniers, etc., lui donner un coup de main. Mais il peut avoir aussi, peut-être que ça devrait déboucher sur un jour par mois, par trimestre, par an, j'en sais rien, de nous tous adultes qui allons donner un coup de main à notre agriculteur qu'on connaît. Peut-être que ces choses devront passer par là, et inévitablement par la requalification des produits agricoles. On ne les paye pas assez cher et ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc ça, c'est pas possible de s'acheter la dernière technologie tout azimut et de payer au rabais des gens qui passent 70 heures à bosser pour le SMIC. C'est pas possible, quoi. Sauf qu'on a un problème de texte de loi, puisque vous savez que même les enfants d'agriculteurs n'ont pas le droit de travailler gratuitement et qu'ils doivent être déclarés. Je vous parle des vendanges, par exemple. On a des agriculteurs en bio et puis des viticulteurs qui travaillent. Eh bien, malheureusement, quand le copain du fils ou le fils lui-même travaille, vous avez la gendarmerie qui débarque et on vous colle un procès parce que vous avez fait travailler la famille sans la déclarer, sans payer les charges sociales. Ça, personne ne le sait. Donc, c'est important aussi de le dire. Et par rapport aux décisions nationales, elles sont extrêmement poussées. Elles vont vraiment dans ce sens. Elles sont votées par les mêmes. Parce que le ministère de l'Agriculture, malheureusement, le ministre ne décide pas de grand-chose.
Moi, je suis dans pas mal de commissions, hein, c'est ma deuxième vie. Eh bien, je peux vous assurer que depuis quelques années, vous avez autour de la table la FNSEA, la PCA, donc l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, et COP de France. Et de la même manière chez les bio. Au niveau de l'agence bio qui était gérée par la FNAB, donc la Fédération nationale des agriculteurs, par le SINABio, qui étaient donc les entreprises comme les nôtres, qui étions vraiment dans une logique de défense d'une agriculture et d'une alimentation saine. Et aujourd'hui, même dans nos syndicats, moi je peux vous dire qu'au niveau du syndicat national des transformateurs, le SINABio, nous avons au sein du conseil d'administration 3 grands dirigeants de coopératives agricoles. C'est-à-dire qui viennent prendre les informations, que derrière, ils décident et puis ils vont donner, quand ils discutent comme de France. Et dans l'agence de l'agriculture biologique où nous étions tranquilles, eh bien maintenant, il y a une présidence qui est tournante et nous avons dedans, conseil d'administration, COP de France, le FNSEA, et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, pour 2 derrière, la FNAB et le SINABio. Et derrière, il y a le ministère de l'Agriculture qui est sous la même coupe et le ministère de l'Environnement. Donc il faut vraiment être conscient de ça. Alors nos petites actions sont extrêmement importantes parce qu'on peut démontrer qu'eux, mais ils ont une telle puissance que du coup les textes de loi sont votés différemment. Donc ce que vous avez dit tout à l'heure est absolument très juste. Nous avons vraiment une obligation d'être présents aux discussions des prochaines élections. Et là, on a besoin de Greenpeace et des autres. Moi, j'avais énormément apprécié le travail qu'on avait fait pendant le Grenelle. On a beaucoup été à votre siège à Paris, où on a vraiment fait un travail de fond avec les ONG qui était extrêmement important. Et nous avions pu faire passer ce Grenelle. Je pense que nous devons réfléchir à travailler ensemble pour définir des actions importantes pour les présidentielles, parce que ça sera le seul moyen de changer un peu la donne. Et je pense que la population maintenant est suffisamment mature, contrairement à ce qui se passait dans les années 2006-2007, où lorsqu'on arrivait sur des interventions comme celle-ci, les gens nous disaient « ça nous fait peur ». Aujourd'hui, on sait la réalité des choses et la population est suffisamment prête parce qu'elle voit les maladies, parce qu'elle voit l'évolution des problèmes environnementaux et autres. Donc nous devons les informer et en les informant de toutes ces manipulations qu'on a à droite à gauche, on arrivera peut-être à les faire adhérer à des actions qui permettront d'obliger les présidentiables à mettre en avant ces sujets majeurs, parce que si on écoute ce qui se passe jusqu'à maintenant, on n'a absolument eu aucune réflexion positive sur ces sujets. Dans la présentation qui a été faite par le directeur scientifique d'Anthropologia, il y a deux points particuliers qui ont attiré vraiment mon attention. Quand vous avez parlé que ce n'est pas dans 30 ans qu'il faut réagir parce que ce sera trop tard, qu'il il faut pas laisser à la génération future le soin d'intervenir, je me dis oui, peut-être, mais la génération future, est-ce qu'elle aura davantage le souci d'intervenir que nous-mêmes dans l'ignorance où elle est actuellement laissée par, entre autres, l'éducation nationale. Je discutais tout à l'heure avec une enseignante retraitée qui me disait, mais dès qu'un enseignant franchit la ligne jaune qui consiste à donner une information aux enfants pour leur faire prendre conscience que la préservation de la biodiversité est quelque chose qui est extrêmement important, cet enseignant ou cette enseignante est considéré comme un peu louche. Hein. Donc je pense que la génération future ne sera pas plus informée dans l'état actuel des choses et qu'il est important que des associations, que des intervenants dans les écoles puissent donner cette information qui n'est pas dévolue aux enseignants parce qu'on leur met des bâtons dans les roues. Moi, j'anime une activité périscolaire depuis 10 ans sur l'importance de préserver la biodiversité, une animation périscolaire auprès d'enfants de CM1, de CM2. Je m'aperçois que la plupart de mes contemporains sont aveugles et sourds parce que quand je demande, avec grand renfort de publicité, à ce que des bénévoles nous rejoignent pour faire vivre cette activité périscolaire, j'éprouve les plus grandes difficultés. Donc, premier point. Et deuxième point, vous avez évoqué la formation de nos politiques, de nos dirigeants.
Bon, on a la plupart de nos politiques sont des polytechniciens, des énarques, des gens instruits, des gens érudits. Il y a quand même une possibilité de faire prendre conscience à ces gens-là qui sont en mesure de comprendre qu'on va droit dans le mur. Alors pourquoi nos politiques ne sont-ils pas suffisamment informés par des comités scientifiques sur ces véritables urgences? Je veux bien qu'ils soient sous influence des grands lobbies économiques, oui peut-être, mais ce sont quand même avant tout des hommes et des femmes qui sont en mesure de comprendre, ne serait-ce que par leur niveau d'éducation, leur niveau de connaissance, face à un comité scientifique, qu'il y a des urgences qui sont bien plus importantes pour le bien public. Je vois Maria Pelletier qui fait signe non de la tête, mais le bien public, c'est quand même quelque chose qui concerne le monde politique avant toute chose. Je ne me souviens pas qui était allé voir le programme de l'ENA et de Polytechnique. Il me semble que le mot biodiversité dans un des programmes était cité 3 fois et dans l'autre 0. Ça a été regardé il y a quelques années, c'est très très récent, donc on parle des... Mais il y a des comités scientifiques qui existent. Il y a des comités scientifiques qui existent, mais à côté de ça, il y a le double son de cloche. Et le son de cloche d'un rouleau compresseur agro-industriel, c'est pas le son de cloche d'un scientifique qui va arriver avec ses graphiques et ses choses, et peut-être une communication moins pertinente ou moins... aguichante que peuvent le faire les communicants. Je pense que c'est une forme de réponse. Et peut-être une autre, elle n'engagera que moi, c'est peut-être les connivences qu'il existe entre le monde industriel, le monde politique. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent bloquer là-dessous et qu'il serait temps d'aller voir ce qui se passe. S'agissant juste dernière chose des profs, oui, je pense que vous avez raison. Aujourd'hui, on peut leur mettre des bâtons dans les roues, mais ça existe. Le vice-président de la LP au Rhône est instituteur à Genève, et je peux vous dire qu'un instituteur naturaliste comme ça, parce que c'est vraiment un excellent ornitho, il en fait découvrir des choses à ses enfants, et il dépasse allègrement, sans mauvais jeu de mots, la ligne jaune. Nous, on voudrait s'attaquer en fait à ces gens-là, c'est-à-dire intervenir dans la formation des intervenants pour pouvoir faire rentrer la biodiversité comme une réelle composante de leur enseignement. Avant, au primaire, il y avait les leçons de choses. Dans les leçons de choses, il y avait une part de découverte de la vie de tous les jours, de la vie qui nous environne et des choses qui fonctionnent au naturel. Donc ces choses-là, elles ne font pas plus partie du programme. On leur apprend d'autres choses, mais il me semble que la réalité de la nature, elle doit être transmise par des gens qui ont eu une formation ou qui ont une passion. C'est-à-dire qu'une auto-formation, hein. Mais parce que finalement, ça revient au même. Mais voilà, si on ne les a pas formés à avoir un minimum de connaissances et avoir les moyens de retranscrire ça de façon pédagogique, parce que c'est souvent extrêmement compliqué et c'est la tâche ardue de la vulgarisation, ils ne peuvent pas le faire. Donc on ne leur donne pas les moyens. Moi, c'est la réponse que j'ai. Ouais. Maria, tu voulais dire quelque chose ou... Oui. Ouais, je voulais juste prendre le relais sur l'histoire de l'incapacité du politique à régler ces questions-là. Oui, c'est sûr qu'il y a une histoire de connivence, oui, c'est sûr qu'il y a une histoire de lobby. Vous êtes sûrement nombreux dans cette salle à avoir vu les émissions de Cache Investigation sur l'agro-industriel ou sur les pesticides et tout ça. Ce qu'on voit en termes d'emprise d'un certain nombre d'entreprises ou de lobby industriel ou économique sur des responsables politiques et sur des parlementaires, c'est ce qui se passe au quotidien. Ça ne veut pas dire que tous les parlementaires sont à la solde des entreprises, mais tous les parlementaires sont mis sous pression par les entreprises ou par des lobbies. Donc ce qui est inquiétant, c'est leur incapacité à résister à ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et impactant. Au-delà de ça, je crois qu'il y a un autre facteur aussi qui fait que les responsables politiques n'arrivent pas à s'emparer de ces questions-là et n'arrivent pas à régler ces problèmes, c'est le fait qu'ils ne sont pas sur les mêmes temporalités. Nous, chez Greenpeace, on a beaucoup travaillé, on continue de le faire, sur la question du dérèglement climatique. La question du dérèglement climatique, c'est une question qui se traite au long cours. Il y a un décalage complet quand on discute de ces questions-là avec les responsables politiques qui, eux, pensent le plus loin qu'ils visent, c'est la fin de leur mandat. Et quand on est, même en début de mandat, quand on avait pu rencontrer Jean-Marc Ayrault, à l'époque Premier ministre, ou François Hollande, fraîchement élu, tout ce qu'ils voyaient, c'était vraiment un horizon très court-termiste. Et du coup, cet horizon très court-termiste n'est pas cohérent par rapport aux mesures qui devraient être mises en place. Donc dès qu'il y a un arbitrage à faire, et la politique n'est qu'une question d'arbitrage, dès qu'il y a un arbitrage à faire, il est fait pour le très court terme. Et donc il se fait très systématiquement, très souvent, au détriment des mesures environnementales qui sont souvent des choses qui vont avoir un impact à long terme. Et nous, on le voit dans toutes nos discussions avec les responsables politiques. On dit oui, on sait que le nucléaire c'est un problème et tout ça,
ça. Mais là, vous comprenez bien, fermer Fessenheim, pour prendre cet exemple-là, fermer Fessenheim, ça va nous mettre la CGT à dos. Et déjà qu'avec la loi au travail, c'est compliqué, on ne sait pas comment s'en sortir et tout. On ne peut pas se prendre la CGT. En plus, si on annonce la fermeture de Fessenheim, on dit mais attendez, il faut aller au-delà de cette question-là. On parle d'une question quand même plus importante que ça. Non, ça ne va pas plus loin. Ça s'arrête là. On ne peut pas se mettre la CGT à dos parce qu'il y a une élection qui va venir bientôt, parce qu'il faut se réconcilier avec la CGT et tout ça. Et on s'arrête là. La discussion sur le nucléaire, elle est terminée. Oui, Maria. Oui. Dans les centrales nucléaires, une large partie de la CGT, alors on va dire. Mais on peut en discuter si vous voulez. Pas toutes. Non, c'est jamais toutes. C'est jamais tout le monde. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. Au niveau des générations futures, on est reconnu d'utilité publique et on est invité maintenant à quasiment tous les groupes de travail au niveau de l'Agence nationale de sécurité. Donc on se partage les rôles et je pense que c'est très important parce que les scientifiques qui sont sur place sont assez brillants. Souvent, ils découvrent des choses qu'ils aimeraient pouvoir publier et pouvoir appuyer donc, ce qu'on dit, nous, très ouvertement. Mais ils n'ont pas cette possibilité parce qu'on ne les laisse pas faire. Et au niveau des cahiers des charges qui sont donnés à ces scientifiques, ils sont très fermés. On parlait des effets des pesticides. On va travailler molécule par molécule. Ils savent pertinemment que l'effet cocktail est dramatique, mais on leur interdit pour le moment. Ils n'ont pas, comme ils nous disent à chaque fois, on n'a pas de saisine par rapport à ça, donc on ne peut pas. Donc, si vous voulez, là, une fois de plus, les actions qu'on peut mener au niveau de la société civile, c'est les appuyer. Et lorsque nous sommes présents à ces comités, eh bien, ce qu'on dit durant ces comités est obligatoirement consigné dans les comptes rendus. Ça veut dire que quelque part, même si ça semble tout petit parce qu'on est une quarantaine de personnes et qu'il n'y a qu'une seule voix qui est souvent contre, eh bien, à partir du moment où c'est consigné, ça va rester, on peut rappeler, on peut revenir dessus. Donc je pense que les uns et les autres, nous avons aussi cette possibilité de tranquillement aller pousser et aller aider ces scientifiques à s'exprimer et à pouvoir ouvrir un peu leurs recherches. Ils sont très demandeurs, mais malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de le faire parce qu'on leur colle des cahiers des charges vraiment stricts. Et puis à côté de ça, on a des scientifiques et des professeurs brillants. On a vu tout à l'heure le rapport qui a été fait là la première intervention. Mais on a aussi des gens, la semaine dernière j'étais à Lille avec un chercheur, le professeur Le Cerf, qui travaille sur la nutrition. Et il est venu nous présenter lors d'un colloque, il s'est arrêté sur les études du 90-91, parce que ça arrange absolument toutes les entreprises dans lesquelles il intervient. Donc il est très sûr de lui, il se présente comme un grand professeur, et en fait il est complètement à côté de la plaque, mais lorsqu'il va dans ces réunions avec les politiques, eh bien ils n'entendent que lui, parce qu'il a un grand nom et qu'il vient de Pasteur. Et je pense que là aussi on doit intervenir, c'est des leviers importants que nous devons mettre en place, enfin on doit pousser pour qu'on laisse une liberté aux chercheurs de pouvoir aller sur de la recherche et de pouvoir surtout publier leurs recherches. Je peux vous dire que dans certains cas, ils ont des dossiers très précis, mais ils n'ont pas le droit de publier parce que ça nuit à l'image de telle ou telle structure. Je pense que... Juste, ouais, peut-être. Alors moi, je travaille pas dans un domaine aussi sensible. Hein. Je travaille un peu sur le sexe des papillons, donc... C'est des choses où on a une pression moins forte, mais quelque part, je suis surpris de cette... c'est-à-dire que si j'avais des collègues CNRS qui avaient des travaux, il n'y aurait a priori aucune possibilité de les empêcher de publier. Alors je peux imaginer que dans certains contextes, ça soit différent, mais ça ne correspond pas en tout cas au vécu qu'on a dans des domaines qui sont peut-être tellement éloignés, tellement plus dans la recherche fondamentale qu'on ressent moins ça. Et juste, après, je sors totalement de mon champ de compétences, mais dans le ratio bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, là, on est quand même loin dans les mauvaises nouvelles. Je pense que le constat qui dirait que dans l'éducation nationale, ça ne va pas du tout dans le bon sens, encore une fois, je ne suis pas dans mon champ de compétences, mais j'ai l'impression que ce n'est pas toujours vrai. Je trouve que les enfants d'aujourd'hui sont quand même plus sensibilisés à ces questions que ne l'ont été les générations précédentes. Et donc, alors bien sûr, on peut toujours voir que le verre est... Allez, il est à 90% vide, mais on pourrait quand même voir qu'il est à 10% plein. Et donc, je pense qu'il y a... On peut quand même se rendre compte qu'à l'école aussi, il y a des choses intéressantes qui se passent. Et j'ai l'impression qu'une autre
petite idée qui traîne là, c'est que finalement, les questions environnementales, on s'en rend bien compte, sont extrêmement dépendantes des questions de gouvernance, des questions politiques. Et en fait, on rentre beaucoup plus dans des considérations qui sont plus générales même que la question de la biodiversité, qui sont comment est-ce qu'on peut faire pour que, par exemple, les décisions politiques puissent être prises sans subir les pressions du monde de la finance. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question de la possibilité d'agir aussi à ce niveau-là, en fait. Et même sans mettre la biodiversité au cœur de nos considérations, mais de se dire qu'il y a un gros problème de gouvernance et qu'il faut prendre le pouvoir, en fait. Moi, je suis assez d'accord et je pense que ça rejoindra ce qui a été dit par mon collègue de Greenpeace sur le court-termisme, c'est qu'il manque... Enfin, il y a quelque chose pour lequel ils sont formés à plein de choses, ces gens-là, hein, ces politiciens, surtout ceux qui accèdent aux plus hautes fonctions. Mais il y a un domaine dans lequel ils ne sont pas formés, c'est le courage. C'est le courage de prendre des décisions qui vont à l'encontre qui vont dans le sens de l'intérêt général, mais peut-être à l'encontre des desiderata à court terme de la population. Et modifier les choses en profondeur, ça veut dire se faire éjecter à la prochaine élection, inévitablement. Et malheureusement, nos politiques, plus ils sont hauts, plus ils prennent des décisions une fois que plus de 51% de la population a déjà pris la décision, histoire que ce soit quelque chose d'assuré derrière. Mais je pense que le courage, c'est une qualité qui fait défaut chez les hommes politiques de haut rang, oui, je pense. Je voudrais rajouter une petite chose par rapport aux études scientifiques. C'est qu'il y a une technique systématique pour torpiller les études scientifiques qui vont dans le sens de l'écologie, c'est de semer le doute. C'est-à-dire qu'il y a des études qui sortent, par exemple les travaux de Seralini, etc., sur les OGM, etc., mais il y a toujours quelqu'un qui va dire oui, mais c'est pas complètement sûr, et donc à partir de ce moment-là, ça va être une brèche ouverte pour dire que c'est pas vrai finalement. C'est pas tout à fait sûr. Il y a des études qui ont montré le contraire, payées par Monsanto évidemment, et à partir de là, on va torpiller des affirmations qui vont dans le sens de la préservation de la santé, etc. Donc il y a aussi quelque chose là qui est terrible et qui fait que dans la population, on sème le doute et à partir de là, on est fichu, quoi. Voilà. Peut-être que là, je peux réagir aussi un tout petit peu. Alors, il se trouve que ma communauté s'est un peu penchée sur les travaux de Seralini, puisque ceux-là ont été cités, et qu'il y avait de bonnes raisons de critiquer les travaux de Seralini, aux yeux de plein de gens qui sont pourtant convaincus de l'importance de ces causes. Donc, le problème est peut-être plutôt qu'elle a subi des analyses plus critiques que celles que subissent celles qui permettent l'utilisation des pesticides et qui, elles, sont faites à la va-vite, effectivement. Donc je pense qu'il faut plutôt demander la même exigence et le même regard critique vis-à-vis de toutes les études, plutôt que de ne pas accepter que des travaux qui vont dans le sens de ce qu'on voudrait soient critiqués, parce qu'ils sont critiquables en l'occurrence. Ce que je veux dire, c'est que ce sens critique, il faut le garder dans tous les sens. Aussi bien quand ça nous arrange que quand ça ne nous arrange pas, et que ce soit pour ceux qui protègent la biodiversité ou ceux qui, au contraire... Oui. Qui ont été menées, elles sont critiquables dans un sens, mais elles portaient quand même sur des choses très très concrètes et qui ont été reconnues parce que ça a été publié dans des revues absolument prestigieuses et ça a été repris au niveau européen. Donc la façon dont ça a été mené était peut-être critiquable, mais les résultats tels qu'ils ont été vus, il y a quand même des choses très, très vraies dedans. Et d'ailleurs, vous savez que, bien évidemment, ils avaient payé Monsanto et les autres de grands scientifiques français, je ne citerai pas les noms, mais qui ont été condamnés l'année dernière, et ça, personne n'en a parlé dans la presse, pour diffamation vis-à-vis de Gilles-Éric Seralini. Donc Gilles-Éric Seralini, certes, il avait peu de moyens, mais il a fait sortir quand même une étude qui était très importante pour qu'on puisse aller plus loin, et c'est ce qu'il a demandé d'ailleurs, mais il n'y a pas eu un seul budget de débloqué pour qu'on puisse aller infirmer ou aller contre son étude. Or, elle était primordiale au niveau international. Et ce qu'il a ressorti de là, c'était par rapport au glyphosate. Or, le glyphosate, aujourd'hui, si on prend les études menées au niveau international sur la matière active, et sur les adjuvants qui sont 10 fois plus dangereux et qui, d'un point de vue scientifique, sont explosifs, eh bien, il n'y a pas un seul État, il n'y a pas une seule structure nationale qui ait débloqué de l'argent, que ce soit au CNRS ou ailleurs. On n'a rien fait pour aller chercher. C'est ce qu'ils demandaient.
Mais elle a été, moi je pense que c'était quelque chose de très positif et très courageux de sa part que d'avancer ça pour amener à des discussions. Et il n'a jamais pu obtenir non plus les études menées par les firmes alors que lui les a publiées. Accusé de ne pas avoir des cohortes d'aura assez importantes, mais il a fait ce qu'il a pu avec le budget qu'on lui a alloué. Et il l'a trouvé, oui, il l'a trouvé, oui. Ben oui, bien sûr. Non, il ne faut pas. Attends, bien sûr, peut-être que ce n'était pas le summum du plan scientifique, mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Non. Bon. Alors, j'aurais vu le temps et malheureusement, voilà. Un petit mot de conclusion pour chacun, si vous voulez bien. Ouais, je commence, j'ai le micro. Oui, un petit mot de conclusion, je voulais dire quelque chose, mais du coup ça s'inscrit bien en conclusion, c'est que malgré tout ce qu'on a dit ce soir, malgré le manque de courage, et je suis d'accord, des responsables politiques, malgré la vision à très court terme des responsables politiques, malgré les lobbies, malgré la difficulté d'une certaine partie de la science de se faire entendre et tout ça, malgré ça les choses avancent. Malgré cela les choses avancent plutôt dans le bon sens. Pour ne citer qu'un exemple, un sondage qui a été fait la semaine dernière par nos amis du WWF, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, disait qu'il y avait, je crois, de l'ordre de 84% des Français qui restaient opposés aux OGM, qu'il y avait 77% des Français qui restaient opposés au gaz de schiste. Très honnêtement, si vous faisiez ces sondages dans d'autres pays, vous auriez des résultats totalement opposés. Donc voyant ça aussi, on n'est pas si mauvais que ça, en tout cas dans notre compréhension de ces phénomènes-là et dans notre opposition à ces phénomènes-là. Et autre chose qui nous, chez Greenpeace, nous a fait particulièrement plaisir, 72% des Français ne voulaient pas qu'on revienne sur la loi de transition énergétique qui stipule une réduction de la part du nucléaire. Et ça, c'est important parce qu'en France, on a eu traditionnellement pendant très longtemps, à peu près la moitié de la population opposée au nucléaire et la moitié de la population qui soutenait très fortement le nucléaire. On voit que les choses sont en train de bouger sur un sujet comme celui-là, avec la citadelle du nucléaire, elle est en train de vaciller, et même plus que ça, avec tout ce qui lui tombe dessus en ce moment. Donc moi j'ai envie de garder ça en conclusion, le fait que on est loin du compte, bien sûr. Je ne sais pas si on est à 10%, 20% ou 30% du verre rempli, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est cette tendance. C'est que le verre, il est plutôt en train de se remplir que de se vider, en tout cas en termes de sensibilisation, de mobilisation et d'engagement de notre part à tous. Donc, gardons ça en tête aussi. Voilà. Ben moi, je vais simplement remercier, je pense, les organisateurs de cette journée qui était intéressante, les remercier de m'avoir convié à participer. J'ai proposé quelque chose qui était très en recul par rapport aux questions actuelles de biodiversité, de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, attention, qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que c'est important de garder ce recul d'une manière générale et un sens critique vis-à-vis de ce qui se passe, quel que soit le sens dans lequel ça se passe. Alors moi, j'aurais tendance à essayer de trouver aussi quelques points positifs. Et effectivement, les organisations de festivals comme ça, toute la mobilisation citoyenne qu'il y a en termes de mutualisation de moyens, d'argent, de regroupement de la société civile, et encore une fois, on est là dans l'indépendance totale du monde politique et du monde économique. Je pense que aujourd'hui, on vit un tournant majeur de la société moderne. On a probablement atteint le point de culminant de la Rome antique, seulement, il faut voir si on se casse la gueule derrière. On a le panel des possibles qui s'étale devant nous. Par contre, on a le rouleau compresseur agro-industriel qui avance. Soit on se laisse entraîner par lui, soit on prend une des voies qui nous est proposée, en sachant que là, il n'y a pas une voie unique, et en sachant que malheureusement, toutes ces petites initiatives ne sont pas fédérées, sont dispersées au travers de la planète. Elles peuvent être locales, elles peuvent être régionales, elles peuvent être nationales. Il y a de l'espoir vraiment de partout. Elles peuvent être internationales. Il y a des choses qui se font de partout. Mais malheureusement, quand on a le nez en permanence dedans et qu'on subit au jour le jour les coups d'assommoir de ces infos-là, c'est un petit peu compliqué de vous livrer de but en blanc avec joie et bonheur le futur qui se dessine. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais on y croit encore. Moi-même, j'ai des enfants, ma femme est dans la salle aussi, et je vous assure que pour eux, on doit sortir les mains des poches tous autant qu'on est, se mettre et se retroucher les manches tant qu'à faire et se mettre au boulot. Je pense qu'on n'attend plus que les choses se passent d'en haut, on n'attend plus que quelqu'un décide à notre place, mais il y a besoin d'agir et d'agir tous ensemble. Tout ce mode de réunion en est une des expressions, à mon avis.
Alors, moi, je suis de cet avis-là, c'est-à-dire qu'on arrive, on est des ONG qui travaillons sur des sujets préoccupants avec une constante impression de ne pas avancer. Donc forcément, on a l'impression d'être très pessimiste. Mais si on l'était, on arrêterait tout. Donc je veux dire que si on se bat au quotidien, si on arrive avec ce type de message, c'est pour faire prendre conscience à tout le monde, c'est de diffuser des informations pour que la population soit capable de réagir. Et moi, je reste très optimiste par rapport à tout ça. Et vous avez souligné quelque chose de très important. Si on regarde bien, au niveau de nos enfants, au niveau des jeunes, il y a quand même une prise de conscience que nous étions très loin d'avoir il y a 20 ou 30 ans en arrière. Donc moi, on discute avec des petits, ils sont capables de faire du tri sélectif. Et on ne parlait pas de ça il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans. Donc on a vraiment un avenir qui peut être superbe à condition qu'on aille vite et qu'on fasse changer complètement notre façon de voir les choses. Il faut qu'on change de paradigme à tout niveau. Et il y a aussi pour preuve des jeunes étudiants qui ont monté des associations. Il y a des informations qui sont données dans toutes les universités, etc. Il y a des livres qui sortent. Et c'est cette population jeune qui vraiment a envie d'avancer, qui porte un espoir extraordinaire. Et moi, je resterai là-dessus. Je dirais que finalement, on va réussir à faire changer les choses en s'investissant les uns et les autres à travers des diffusions, des journées comme celle-ci et d'autres journées par ailleurs. Merci en tout cas de votre écoute à tous. Merci aux 4 intervenants. Nous remercions profondément du fond du cœur. Pour partir sur une note positive, donc on va regarder l'hymne à la nature de Patrick Rouxel. Le respect de notre environnement commence par notre hygiène. Nous avons besoin de l'oxygène et des plantes du gaz carbonique. Mais la Terre a-t-elle besoin des déchets toxiques? Essayons tous de protéger l'environnement dans tous les sens pour que notre idée soit d'un bon rayonnement. La pollution d'un pays est souvent due au mauvais comportement. On tue notre air, notre terre et notre végétation. Pourtant la solution est simple. Tu dois agir simplement, réagir sagement, prendre soin de ton environnement. Par terre ne jette plus tes ordures. Ta terre ne la pollue plus avec tes déchets. Ta mer ne la souille plus. Poubelles et bacs sont dans les bacs pour t'éviter de t'embarquer dans les bacs de l'insalubrité. La nature est tout ce que nous sommes. Elle est le passé, le futur des hommes. C'est notre héritage que l'on abandonne. Préservons-la, respectons-la. Que c'est si beau la vie, alors qu'on en profite. Partout ailleurs comme ici. Attends que je t'explique. La pollution nous tient en laisse. Les gaz à effet de serre ne cessent. Et tous ces feux dans les forêts. Quel devenir pour toutes ces espèces? La nature est tout ce que nous sommes. Elle est le passé, le futur des hommes. C'est notre héritage que l'on abandonne. Préservons-la, respectons-la. Elle est verte comme la flore, rouge comme une fleur, jaune comme le sable et l'or, bleu comme le ciel et la mer de la terre. Préservons-la, respectons-la, chérissons-la. Elle est la mère des richesses de la terre. Et c'est là depuis des années primaires. Pour cette humanité, les poumons et cœurs. Notre avidité fait en sorte qu'elle meurt. La pollution réveille sa colère. Avant cette invasion polluante, un air pur, d'un trou dans la couche d'ozone que c'est délirant. Regardez ce que nous avons fait d'elle, c'était suicide de ne pas la respecter. Celle qui nous fait respirer, protège ton environnement. La nature est tout ce que nous sommes. Elle est le passé, le futur des hommes. C'est notre héritage que l'on abandonne. Préservons-la, respectons-la. Elle est verte comme la flore, rouge comme une fleur, jaune comme le sable et l'or, bleu comme le ciel et la mer de la terre. Préservons-la, respectons-la, chérissons-la. Tous indianos, maniamo di ma vive. Il ne faut pas qu'il soit trop tard. Le sujet nous interpelle tous. Voici l'hymne qui consentille, la vie ne tient qu'un petit fil. La forêt purifie les aides, la pollution la détruit. Nos déchets polluent l'air, et c'est la terre qui subit. Les espèces qui disparaissent autour de nous, c'est toxique. Yeah, jetons un coup d'œil, autour de nous ça va mal. Il est temps de prendre conscience pour pas faire face à la fatale. Yeah, stop aux déchets toxiques qui chaque jour tout compli pratique comme cela. Du temps protégeant la couche de zone. Tonton, où va le monde? Où
temps, ne gâchons pas donc ce temps. De nous sort. Et le passé, le futur des hommes, c'est notre héritage que l'on abandonne. Préservons-le, respectons-le. Elle est verte comme la flore, rouge comme une fleur, jaune comme le sable et l'or, bleu comme le ciel et la mer de la terre. Préservons-le, respectons-le. Parfois je me perds entre fleurs et animal. L'environnement, quelque chose comme animal. Nos vies sont crades, la nature on dégrade. Quelle résolution après Copenhague? Esprit saint dans un corps sain, je crains que ce ne soit possible sans environnement sain. Faut qu'on prenne conscience du mal que l'on fait à notre terre, forêt, mer, air, c'est l'enfer. Nous ne tissons pas la toile de la vie. Nous n'en sommes qu'un fil. Quoi que nous fassions à la toile, nous le faisons à nous-mêmes.